Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Cartoons in Motion. Si je vous dis anthologie, horreur et squelette, les plus vieux d'entre vous vont sûrement penser aux contes de la crypte qui ont fait les belles heures d'M6. Mais saviez-vous qu'il en existait une version cartoon? Crypt Show. Voici l'heure des Animaniacs. Et avant de commencer, je voulais vous prévenir que cette vidéo est un petit peu spéciale vu qu'elle résulte d'une collaboration avec deux autres vidéastes pour faire une série de vidéos autour du même thème, les contes de la crypte. Mais je vous en parle un petit peu plus tard. On attaque. Nous sommes en 1993, avec l'attentat du World Trade Center. Non, pas celui auquel tu penses, le premier, celui dans les sous-sols de la Tour Nord. C'était aussi cette année-là que commençait l'affaire Bernard Tapie, avec à la clé pas mal d'argent détourné. 1993 voyait la naissance de la chanteuse Ariana Grande, alors que disparaissait Audrey Hepburn. Et côté sport, le CSP de Limoges offrait à la France son premier titre de champion d'Europe en basket. Pour une fois que je peux parler de ma ville, sans parler de porcelaine, ou pour dire que c'est paumé, je vais pas me gêner. Côté cinéma, on avait l'arrivée en salle du titanesque Jurassic Park qui allait marquer toute une génération, ou encore de Philadelphia, l'un des premiers films traitant du sida avec Tom Hanks et Denzel Washington. Côté musique, les gens fredonnaient Full Sentimental de Alain Souchon et les plus jeunes étaient scotchés par Lenny Kravitz et son Are You Gonna Go My Way. Pour la télévision, on assistait au début de deux poids lourds, avec d'un côté X-Files et son ambiance extraterrestre, et de l'autre, le roi du début d'après-midi de TF1, Walker Texas Ranger. Et sur la planète jeux vidéo, on était au début de la Doom Mania avec la sortie du jeu d'ID Software. Mais en ce qui concerne les cartoons, on découvrait les aventures de Père Castor, les Power Rangers ou encore les motards de l'espace. Ah, que de souvenirs! Cette version animée des contes de la crypte, destinée à un public plus jeune, reprend le concept de base de la série. Chaque épisode introduit par le fameux gardien de la crypte, toujours plein d'humour noir, met en avant de jeunes adolescents commettant un acte crapuleux. Vampires, fantômes et autres mutants seront de la partie, et permettront à ces jeunes protagonistes peu scrupuleux d'apprendre de leurs erreurs. Crypt Show, Tales from the Crypt Keeper en VO est une série télévisée d'animation américano-franco-canadienne en 39 épisodes de 26 minutes produite par Nelvana et diffusée entre le 18 septembre 1993 et le 10 septembre 1994 sur le réseau ABC, puis du 13 septembre au 6 décembre 1997 sur CBS. En France, la série a été diffusée à partir du 14 juillet 1994 sur Canal+, puis à partir du 6 septembre 1995 sur M6. Pour pouvoir vous parler correctement de Crypt Show, il faut que je revienne sur ses origines. Alors remontons un peu dans le temps. En 1938, Maxwell Gaines fonde l'éditeur de comics All American Publications, où des personnages comme The Flash, Wonder Woman ou Green Lantern feront leur début. Oui, ça n'a pas commencé chez DC Comics, mais on va y revenir. En 1944, All American Publication est racheté par National Allied Publication pour former l'éditeur qui deviendra DC Comics. Du coup, Maxwell Gaines utilise l'argent de la vente pour créer une nouvelle maison d'édition, Educational Comics, qui a pour but de faire des comics éducatifs. Ça tombe bien vu que c'est le nom de la boîte, hein. En 1948, Maxwell meurt et c'est son fils William qui reprend la maison d'édition. Sauf que William, lui, il ne veut pas faire les mêmes comics que son père. Lui, il veut faire de la science-fiction, de l'aventure, du polar et même de l'horreur. On passe des comics à papa pour les enfants aux comics pour les plus grands. Et c'est en 1949, dans l'épisode 15 de Crime Patrol, qu'on trouve la première apparition du gardien de la crypte dans une histoire intitulée Return from the Grave. 2 épisodes plus tard, la série est renommée Crypt of Terror et au numéro 20 en Tales from the Crypt. Les contes de la crypte dans la langue de Francis Lalanne. Le succès est tel que EC lance 2 autres séries, The Vault of Horror, présentée par le gardien du tombeau, et The Haunt of Fear, présentée par la vieille sorcière. EC Comics connaît le succès jusqu'à la sortie du livre The Seduction of Innocence du docteur Frederick Wortham, qui met tous les problèmes liés à la jeunesse sur le dos des comics.
Oui, c'est ce fameux livre qui sous-entend que Batman et Robin ont des relations. Des conséquences de ce livre va naître le Comics Code Authority, un système d'autocensure mis en place par les éditeurs eux-mêmes en réponse aux protestations de groupes de parents. Parce que c'est bien connu que lire des comics vous rend communiste, homosexuel ou pousse au satanisme ou à la drogue. Ça peut faire sourire de nos jours, mais à l'époque, les gens y croient vraiment. Tout cela va provoquer la mort de Tales from the Crypt sous sa forme comics en 1955. Avec l'assouplissement du Comics Code Authority au cours des années 60, des épisodes de différents comics ici sont réédités par différents éditeurs, permettant à une nouvelle génération de découvrir ces histoires. Sur HBO, une série d'anthologie d'horreur nommée Les Contes de la Crypte, et basée directement sur les histoires des comics EC Comics, a vu le jour en 1989. La série a été un tel succès qu'elle a gagné de nombreux prix, que le Gardien de la Crypte est devenu une icône de la pop culture, et que les stars connues ou en devenir se bousculent pour être dans des épisodes. Et c'est de même pour ses réalisateurs, avec 5 d'entre eux qui ont un rôle spécial puisqu'ils sont les producteurs de la série et détenteurs des droits des histoires EC Comics, à savoir Richard Donner, David Giller, Walter Hill, Joel Silver et Robert Zemeckis. Quand Nelvana lance son cartoon, la série live est déjà à sa 5e saison et se prépare pour sa 6e et 7e. La série live n'est pas du tout pour les enfants. Il y a de la grossièreté, de la nudité, mais surtout du gore et pas mal de violence. Ce que peut se permettre une chaîne du câble payante, mais pas un cartoon du samedi matin. Mais comme souvent, ce goût de l'interdit donne encore plus envie aux enfants de voir la série et donne un côté cool et subversif aux Gardiens de la Crypte. Je me souviens encore quand j'étais petit, essayant de me faufiler hors de ma chambre avec mes sœurs pour entrevoir quelques minutes de la série qui passait en deuxième partie de soirée sur la 6, même si c'était pour être effrayé quelques minutes plus tard en retournant dans mon lit. En ce qui concerne le cartoon d'aujourd'hui, oui, on y arrive enfin, la série a été créée par le studio canadien Nelvana pour le compte de YTV au Canada et ABC aux USA. Nelvana venait de produire 4 saisons de la série animée Beetlejuice, basée sur le film de 1988. Le studio était donc en recherche d'un successeur, et pourquoi pas dans le même esprit, à savoir une série horrifique, comique, un genre où la concurrence n'était pas présente, comme le dit le producteur exécutif de la série, Topper Taylor. Nous avons vu qu'il y avait besoin d'une autre série horrifique. Elles ont toujours fonctionné, et ça depuis Scooby-Doo. Mais ABC n'était pas prêt pour le style d'horreur DC Comics dans sa grille du samedi matin. Nous avons donc dû faire très attention en ce qui concerne la violence et le sang. À cette époque, on était déjà habitué avec des licences comme Rambo, Robocop, Terminator ou Alien à devoir retravailler une franchise afin de la rendre compatible avec les enfants, dans le but de lancer une gamme de produits dérivés et toucher le jackpot. Et oui, s'il est facile de trouver des mugs Game of Thrones, la réplique de l'Overboard de Marty ou des statues Marvel à foison, à l'époque, le merchandising était quasiment exclusivement à destination des enfants. Et avec Star Wars ou le Batman de Burton, on avait vu à quel point le tout pouvait être plus lucratif que le film lui-même. On utilisait donc un produit déjà connu en jouant sur son côté subversif, même si au final, on donnait aux enfants une version light. On a donc appliqué une formule bien connue, faire un cartoon qui servait en fait à faire passer des leçons de moralité, mais en y ajoutant le thème de l'épouvante. Du coup, la série avait une valeur instructive et aussi éducative, parfait pour la syndication. Le principe était d'avoir le gardien de la crypte afin d'introduire l'histoire et de répéter la morale du jour en fin d'épisode. Le studio a donc repris les mêmes situations surnaturelles que la série d'origine, mais ont laissé de côté son aspect gore et sanguinolent pour aller plus du côté de l'humour ou de la curiosité, de faire des enfants les héros des aventures, de se jouer de leur envie d'enfreindre des interdits. En fait, de lorgner du côté d'une série de livres qui commence à connaître un fort succès à l'époque, Chair de poule. Pour écrire un épisode de la série, il y avait quelques stipulations. Les histoires devaient jouer sur le concept de la moralité et avoir un twist de fin. Les personnages devaient être des jeunes entre 6 et 12 ans dès que c'était possible. Les comics devaient être un point de départ, mais les scénaristes étaient libres d'aller dans la direction qu'ils voulaient. Il devait y avoir aucune violence graphique et pas de mort pouvant être imitable. En 1994, la série arrive à son terme et n'est pas renouvelée, alors que le live-action continue, ainsi qu'une série de films d'Universal Pictures. Ce dernier projet est un échec et finit par provoquer l'arrêt de la série en 1996. Mais le gardien n'a pas dit son dernier mot, vu qu'il revient dans The Secret of the Crypt Keeper sur CBS, un jeu télé pour les enfants dans le genre de En route pour l'aventure ou Mission Piratac, tourné dans le parc d'Universal Studios. Mais là encore, le tout sera vite annulé en 1997. La série animée revient en 1999, poussée par ses producteurs avec le terme New, mais pour la version française, on n'a pas voulu s'embêter, on a tout mis sous le même nom pour faire penser à une seule longue série. Aux manettes cette fois, on a Phantom Animation et non plus Nelvana, et à la diffusion
Télétoon pour le Canada et CBS aux USA, tout en baissant la qualité de l'animation et donc les coûts, avec un côté encore plus éducationnel, grâce à une censure mise en place par la télévision en réponse aux protestations de groupes de parents. Parce que c'est bien connu que regarder des dessins animés, ça vous rend communiste, homosexuel ou pousse au satanisme ou à la drogue. Oh, j'ai comme un effet de déjà-vu. Du coup, la série devient encore plus moralisatrice et le peu d'épouvante est laissé de côté. Mais la série a du mal à trouver son audience et s'arrête en fin d'année 1999. Pour une fois, on ne va pas vraiment parler de personnages, puisque hormis le gardien de la crypte, la vieille sorcière et le gardien du tombeau, il n'y a pas de personnage récurrent. On reprend la compétition qu'il y a entre les trois pour présenter l'histoire du jour, comme dans le comics, en faisant du gardien la star et les deux autres les compétiteurs. La sorcière est évidemment plus portée sur la magie et le folklore, tandis que le gardien du tombeau est plus orienté sur tout ce qui est pièges et mécanismes. Mais dans 3/4 des cas, le gardien de la crypte arrive à éviter leur manigance, à se sortir du mauvais pas où il se trouve et à se venger des deux autres. Au final, c'est assez normal qu'on n'en sache pas plus sur eux, puisqu'ils ne sont là que pour lancer les vraies histoires. Pour interpréter notre cher gardien de la crypte, on a fait appel à Pierre Bâton. Vous connaissez très certainement sa voix pour avoir été la troisième voix de Balthazar Picsou, le comte de Champignac dans Spirou, Manny de Mille et une pattes ou encore le grand-père dans Et Arnold. Parmi les nombreux acteurs francophones qui viennent interpréter quelques rôles, on peut citer Olivier Corol, qui fait de très nombreux personnages dans la série et qui est connu pour son rôle de Sonic, Marie-Eugénie Maréchal, qu'on connaît sous les traits de Jodie Hobbs de Zootopie, Jeanne Val, qui doublait Brisby, Donald Renew, connu pour son Titoff, Christophe Lemoine, le fameux doubleur de Cartman, Patricia Legrand, la doubleuse de Titi, ou Denis Lostria, le doubleur d'Orlando Bloom. Chez nous, on a pu avoir quelques VHS qui sont désormais très compliqués à trouver. Aux USA, il y a bien eu quelques DVD en 2007, mais c'est surtout du côté du streaming qu'il faut aller voir sur Amazon Prime. Mais qu'aux USA, ou alors si vous avez un VPN. À voir si ça sera disponible un jour chez nous. Pour les plus curieux, il y a quelques épisodes disponibles sur YouTube, vous savez comment chercher. La série se déroule dans la ville fictive de Gravenhurst en Californie. À l'origine, il avait été envisagé d'utiliser la marionnette du gardien de la crypte de la version live-action de HBO comme hôte de la série. Mais les créateurs ont eu peur que la marionnette soit trop effrayante pour les plus jeunes enfants et ont préféré utiliser une version cartoon. Un psychologue pour enfants, Brian Newmark, devait approuver chaque script pour s'assurer qu'il n'était pas trop effrayant pour les enfants. Le seul souci, il trouvait beaucoup de choses très effrayantes. À travers la série, le gardien de la crypte fait quelques brefs caméos dans certains épisodes. Dans la 3e saison, il joue carrément un rôle plus important dans le déroulé de l'histoire. John Kashir a repris le rôle du gardien de la crypte qu'il interprétait déjà dans la version adulte des Contes de la Crypte. Au final, il a enregistré la voix du gardien de la crypte pour pas moins de 132 épisodes si on associe le cartoon et la série live. Le pilote, While the Cat's Away, quand le chat n'est pas là, fait partie des rares épisodes qui sont basés sur des comics ici des années 50. Le générique réutilise le thème de la version adulte qui était diffusée sur la chaîne HBO, composé par Danny Elfman en le modifiant un petit peu. L'animation de la série a été réalisée par Wang Film Production, à qui l'on doit les Bisounours, les Razmoquettes, des épisodes de la bande à Picsou ou de Courage le chien froussard. À Funbag Animation Studios, à qui on doit Todd Patrol, Watership Down, Undergrads et Freaky Stories, ainsi qu'à Bardell Animation, qu'on connaît mieux pour The Dragon Prince, la version 3D des Tortues Ninja, Space Jam ou Captain Jack, et Médaillon PFA Film, connu pour les aventures de Tintin, Beetlejuice, Ig the Cat et l'Histoire sans fin. Ace Novelty a sorti 2 séries de figurines, avec 2 versions du gardien de la crypte et des monstres assez génériques. Le reste du merchandising comprenait une montre de slime, un jeu de société, une lunchbox et même une poupée parlante du gardien de la crypte. Cryptshow est une série dont je ne connaissais pas l'existence jusqu'à ce qu'un ami m'en parle. Un ovni passé sous mon radar et sous celui de beaucoup de personnes a priori. J'ai donc décidé de le déterrer avec vous, attention aux odeurs et aux bestioles. On sait depuis longtemps que les enfants aiment avoir peur. C'est de là que vient le goût des histoires au coin du feu, des contes, de cette sensation de ressentir le frisson tout en étant en sécurité. Du coup, il aurait été bête que la télé passe à côté de ce filon. Quand on parle monstres et dessins animés, on arrive vite à penser à Scooby-Doo. Et même si ces histoires arrivent à faire frissonner les tout petits, ceux un peu plus grands ont envie de plus, de vrais monstres par exemple. Bien souvent, l'horreur aura pour but d'être un ressort comique,
comme dans La Famille Addams, ou de pousser à l'aventure, comme Martin Mystère. Et c'est là qu'on se rend compte que l'horreur pour faire peur est plutôt rare. Avec les programmes horrifiques pour enfants, on aura tendance à vouloir créer du frisson plutôt que de la vraie peur. Et l'un des principaux soucis va être de réussir à doser au mieux l'horreur afin de donner la chair de poule aux plus grands sans pour autant pousser aux larmes les plus jeunes. Et ce n'est pas la moindre des choses à faire. Le rire est quelque chose de simple à provoquer. La peur demande, elle, un peu plus de préparation et il faut réussir à créer une ambiance. Dans le cas de Creepshow, les créateurs ont décidé de faire la part belle aux monstres et à l'humour noir. On n'utilise pas la peur pour faire rire, on utilise l'humour pour mieux faire passer l'horreur. Du coup, des modifications sont faites. On abandonne le macabre, le sang, mais on conserve des codes propres à l'horreur, comme le fait de ne pas trop montrer le monstre, jusqu'à la grande révélation, ou encore les jumpscares, parce que c'est toujours efficace. En ce qui concerne notre hôte, le gardien, son look si iconique change pour devenir un mélange entre le bouffon vert de Spider-Man et Beetlejuice. Si le gardien est libéré des limitations de sa marionnette, il est bloqué par les limitations du show pour enfants. Son doubleur, John Cashier, est même allé jusqu'à dire que Nelvana avait créé une version plus gentille et plus douce du gardien de la crypte, qui allait un peu à l'opposé du personnage par moments. On lui retire tout son côté menaçant pour ne garder que le côté blagueur, à l'exception de la saison 3, où il devient une sorte de père fouettard, toujours là pour punir les enfants qui ne se comportent pas bien et précisant bien qu'il nous garde à l'œil. La VF essaye tant bien que mal de bien faire, mais lors de la traduction, on perd pas mal de jeux de mots du gardien de la crypte. Alors oui, ils sont douteux comme ceux des contes de la crypte, mais c'est ce qui les rend si agréables. Vous n'aurez donc jamais la chance d'entendre le Boys and Girls et autres joyeusetés apportées par John Cashier. Et l'aspect anthologie est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Bonne car elle permet de traiter de sujets variés pour toucher les peurs de chacun et permet aux diffuseurs d'émettre les épisodes sans se soucier de l'ordre. Mauvaise parce que l'intérêt peut assez vite retomber, que la qualité de l'ensemble des épisodes ne se vaut pas, et aussi parce que c'est un casse-tête budgétaire pour les créateurs puisqu'il y a peu d'éléments réutilisables d'un épisode à l'autre. L'animation, ça coûte plus cher que le live à la minute, d'où ce principe de recyclage. La plupart du temps, le personnage central de l'histoire est un enfant afin de pousser l'identification. Et si c'est un adulte, c'est parce que le scénario en a vraiment besoin. Les lieux sont aussi variés, passant d'une ville de Californie à des lieux désolés type marais ou désert. Là encore, en fonction des besoins du scénario. Les personnages sont très caricaturaux, ce qui est logique puisqu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour en apprendre plus sur eux. Côté bestiaire, la série pioche dans tout un tas de folklore pour proposer un tas de monstres, et les histoires vont vite, faisant la part belle à l'action afin de ne pas laisser la place à l'ennui et de perdre les plus petits. Du coup, on a des histoires agréables et grouillantes de références. Le but ici est d'être dans l'efficacité et de véhiculer au mieux le message. Et au final, on se rend compte que le plus grand monstre de tous, c'est l'être humain. Et je parle bien de message, parce qu'avec les cartoons des années 80-90, va de pair les segments à but éducatif. On pourrait trouver ça étrange de vouloir mélanger les contes de la crypte et la morale, mais au final, c'est déjà un peu le cas de la version live, puisqu'il arrivait toujours des choses horribles à des gens peu recommandables, et qu'en fait, c'était une mise en garde. Ici, on apprend aux têtes blondes à ne pas crier au loup, à être gentil, à ne pas être cupide, que lire c'est bien, qu'il ne faut pas harceler ses camarades. Et pour ce faire, on a souvent deux enfants, celui qui fait ce qui est bien, qui est le héros de l'histoire, et l'autre qui apprend les conséquences qu'entraînent les mauvais choix. Même s'il peut être lui aussi le héros, mais alors, il changera d'attitude en fin d'épisode. Quand on voit la série, on a du mal à faire le lien avec sa grande sœur live qui passait sur HBO, parce qu'à la fois, il a fallu rendre le tout plus adapté aux enfants, mais aussi qu'on s'est un peu plus rapproché du comics d'origine. D'ailleurs, quand on y réfléchit, c'est plutôt logique d'adapter une bande dessinée en dessin animé plutôt qu'en version live, non? Bon, pas toujours, même de nos jours. Et dans le cas de l'horreur, c'est encore plus rare car la plupart de nos références viennent du live. Du coup, on a bien une esthétique en commun avec la bande dessinée, surtout en ce qui concerne les couleurs qui sont la plupart du temps froides ou encore par les grands aplats de noir. C'est encore les écrans titres qui sont les plus parlants puisqu'on dirait vraiment les couvertures de EC Comics, ou le générique qui se déroule directement dans une BD. Le tout fait très années 90, ça a donc un peu vieilli, mais ça reste de bonne qualité. Et pour rester dans un aspect plus proche de comics que la série d'HBO, il y a la confrontation entre les trois présentateurs qui, j'avoue, m'a assez vite lassé. Je pense qu'on aurait mieux fait de s'en passer pour garder le gardien dans son antre. Dans sa deuxième version, le style a pas mal changé. On est avec quelque chose de plus rond, de plus lumineux, de plus cartoony et donc de moins cher à animer. Le gardien de la crypte change un peu de look, il ressemble un peu plus à la version marionnette tout en gardant son teint verdâtre. De l'avis général, la saison 3 est la moins bonne des trois. Le changement de style, les histoires moins inspirées à cause de la morale plus présente, due à une nouvelle évolution de la censure à la télé, et la popularité des contes de la crypte n'étant plus qu'elle était, ont contribué à rendre cette période moins bien. À ça s'ajoutent des choix étranges de vouloir intégrer le gardien aux histoires, d'en faire autre chose qu'un narrateur. En fait, on a voulu continuer à faire une série d'horreur, mais pas un spin-off des contes de la crypte.
Est-ce que Creepshow était vraiment si différent de Scooby-Doo? Alors oui, il y avait de vrais monstres, oui, certains passages étaient un peu flippants, mais au final, les personnages n'étaient jamais vraiment en danger, il fallait être une sacrée raclure pour souffrir de quoi que ce soit, et personne ne mourait vraiment. Mais comme c'était lié au conte de la crypte, ça donnait la sensation d'être un peu plus mature. Alors qu'en fait, pas plus que ça. Les épisodes sont vraiment très variés, et parmi ceux qui m'ont le plus plu, je pourrais citer La Nuit du Chasseur, À moi, Sire de Meaux, Une drôle de mine, Harry et la démentielle demeure du démon démoniaque, ou encore Dr. Frankenstein. Au final, Creepshow, ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est une alternative pour les jeunes qui n'avaient pas le droit de voir de l'horreur. C'est une série qui sait être simple et efficace, tout en étant sympathique. Et avec toutes les complications qu'il y a pu y avoir entre la licence, la chaîne, la censure, on peut être content d'avoir déjà un produit de cette qualité. Le souci, c'est que malgré tout ce que Creepshow essaye de faire, la série n'est jamais aussi effrayante ou drôle que sa grande sœur. Ce n'est qu'une version light, une préparation au vrai conte de la crypte. On peut même aller plus loin en se disant qu'en voulant adapter les EC Comics, Creepshow a retiré le gore et une partie de l'atmosphère pour se concentrer sur l'épouvante et l'humour. Et du coup, ne pas être une adaptation d'EC Comics. On ne va pas se mentir, cette version ne plaira pas aux fans hardcore des contes de la crypte. Mais c'est marrant et ça peut être une bonne introduction à l'horreur pour les plus jeunes. Et franchement, si vous avez eu l'occasion de voir quelques épisodes, je vous le recommande. Comme je vous l'ai dit avant, cette vidéo est donc une collaboration avec les chaînes de Captain Max et celle de Beaumasque, afin de parler des contes de la crypte et des comics d'horreur d'une manière générale. Au même moment que j'ai sorti cet épisode, Captain Max a mis en ligne une vidéo parlant de l'histoire de l'horreur en comics, et Beaumasque une vidéo parlant du comics Ice Cream Man, l'un des successeurs spirituels des contes de la crypte qui vient de sortir en France chez Huggin et Munin. Je vous invite à aller voir ces vidéos ainsi que leur chaîne, plein de contenu ultra qualitatif. Les liens sont dans la description. Merci encore à eux de m'avoir invité à participer à ce projet. Si certains ont eu l'occasion de voir l'intégralité de la série ou juste quelques épisodes, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire ou vos histoires préférées. On se donne rendez-vous pour un nouveau Cartoons in Motion dans quelques temps, et d'ici là, regardez de mon cartoon. Pour m'aider avec l'émission, rien ne vaut de liker cette vidéo, la partager et échanger un peu avec moi sur les réseaux sociaux. On se dit à bientôt. N'hésitez pas à en parler autour de vous, ça aide pas mal la chaîne. Et je vous remercie d'avance. See ya!